La famille, c'est souvent un endroit où il se passe énormément de tensions. C'est l'endroit qui vous protège, évidemment. C'est l'endroit qui vous définit, qui vous donne une identité d'une certaine mesure. Mais c'est aussi un endroit qui parfois vous blesse. C'est toujours un endroit un petit peu complexe. Alors ça veut dire quoi faire famille? Ça veut dire quoi fonder une famille? Ça veut dire quoi être le chef de la famille? Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sophie Galabru, qui est docteur en philosophie. Son premier livre a reçu le prix lycéen du livre de philosophie. C'était un livre sur la colère. C'est, pour ceux qui se posent la question, effectivement la petite fille de Michel Galabru, qui est un acteur français extrêmement connu, sans doute l'un des plus doués de sa génération. Je vous laisse écouter cet épisode qui est vraiment extrêmement didactique. Vous verrez, Sophie s'exprime particulièrement bien, c'est très clair, c'est très agréable, sa voix est particulièrement agréable aussi. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sophie, comment tu te sens aujourd'hui? Plutôt bien. Plutôt bien? Bon, bah, ça tombe bien. On va parler de famille. Et peut-être que la première question que je me pose, c'est, à la lecture de ton ouvrage, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire famille? Ça veut dire réfléchir à la façon dont on veut créer des liens avec des gens qui nous ont déjà peut-être accueillis, mais aussi avec des êtres plus vulnérables que l'on veut accueillir, que ce soit par l'adoption ou par la procréation. Je vais même jusqu'à parler d'adoption d'animaux. Moi, je considère qu'une famille peut se faire avec des êtres sensibles comme les animaux. Parce qu'à partir du moment où on se sent responsable, on a charge d'âme et on doit donner du soin, de la protection, du soutien et apprendre aussi à décrypter la sensibilité d'un être, il y a famille pour moi. Donc c'est pas nécessairement que les liens du sang en réalité. Oui, c'est ce que je questionne dans le livre. Est-ce que la famille peut simplement tenir sur des liens objectifs et des liens génétiques, les liens du sang? Et je pense que non. Et c'est une chose dont on a l'expérience ou qu'on peut remarquer dans les témoignages des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ont été adoptés et qui considèrent leurs parents d'adoption comme des parents tout court. On peut soi-même, avoir fréquenté des êtres qui ont pris soin de nous, qui ont été des témoins de notre vie si particuliers et intimes qu'on les considère comme des gens de notre famille. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai ressenti et je crois que c'est le critère de toute façon numéro 1 de la famille contemporaine. Le sentiment d'intimité, la qualité relationnelle, la confiance qu'on peut avoir dans les êtres garantissent un lien familial. Et alors du coup, c'est quoi justement le rôle d'une famille? C'est ces liens qui sont sécurisants, c'est d'appartenir, ce que tu dis? L'intimité relationnelle et en même temps la possibilité d'être libre au sein de son groupe. Je pense que ce sont les deux critères très importants et d'ailleurs dont parle déjà le sociologue Durkheim ou encore François de Singly. Ce sont deux critères, c'est-à-dire le partage d'intimité, ça peut être par la cohabitation, mais à vrai dire, on passe pas toute une vie avec ses parents et ses enfants. C'est qu'une tranche de vie. Ça dure 15-20 ans, en fin de compte. C'est pas grand-chose. Dans l'espace, c'est le temps de toute une vie. Donc la cohabitation, mais c'est déjà quelque chose de non négligeable parce que vivre dans le même espace, dans un même temps, presque au même rythme, alors qu'on est différent, c'est quelque chose qui demande une vigilance, une attention, un respect, une bienveillance particulière. On peut ne pas avoir tout ça, mais alors on risque d'heurter, de négliger, parfois même d'agresser ceux qui veulent vivre avec nous, ou ceux et celles à qui on impose de vivre avec soi, c'est-à-dire les enfants. Donc la cohabitation, c'est une chose, mais l'intimité se fait aussi par le partage d'activités communes. Et si on ne le peut pas, de conversation et de confidence. C'est-à-dire, est-ce que je peux être écoutée? Est-ce que je peux être entendue dans ce que je ressens, dans les émotions que j'ai, les sentiments, les attentes? Et même s'il n'y a pas d'accord ou d'alignement, est-ce qu'on peut en discuter, avoir même parfois des conversations critiques, sans que les uns et les autres se sentent heurtés dans leur ego et dans leur position hiérarchique? C'est important, c'est ça qui crée des liens. Ouais, clairement. Et c'est marrant parce que... Quand je lisais ton livre, je me disais, mais quand on imagine une famille, on imagine un peu, tu sais, la famille Kinder ou, tu sais, je sais pas, une marque de machine de lessive, tu vois, qui est très parfaite, avec les dents blanches, etc. Et en fait, ce que tu décris, c'est qu'il y a plein de réalités possibles d'une famille.
Bah oui, parce que la pub, c'est souvent la famille nucléaire. C'est-à-dire 2 parents hétérosexuels, mariés, avec les enfants sous le même toit. Et la réalité, alors c'est vrai que ça a été un modèle qu'on a plébiscité, surtout voilà, au 19e, 20e siècle. Et bon, à partir des années 60-70, baisse des mariages, hausse des divorces, beaucoup plus déjà de couples concubins, de couples homo-parentaux aussi, de familles monoparentales, c'est-à-dire de personnes seules, des familles recomposées aussi en hausse. Alors ça, c'est vraiment la tendance actuelle, c'est l'explosion des familles recomposées. Et donc finalement, il y a énormément de visages possibles. Et puis en lisant de l'ethnologie, de l'anthropologie, je me suis rendu compte que non seulement en France et en Europe, on a beaucoup changé de modèle, mais actuellement dans le monde, les choses se font aussi très différemment. Et d'ailleurs, tu compares certaines coutumes, ou en tout cas certains autres pays, avec la France. Alors j'ai plus les exemples en tête, mais de mémoire, tu montres que par exemple l'adoption, elle est pratiquée de manière différente dans certaines régions. Oui, chez les Nuer, par exemple, c'est des peuples nilotes qui vivent près du Nil, ou quels sont les autres exemples que j'ai pu avoir en tout cas, chez eux, par exemple, on peut adopter des enfants qui ne sont pas de son sang, et on considère la filiation comme établie soit par un récit mythologique presque, soit par l'acte d'adoption, soit parfois par le sang, mais les pratiques et les considérations ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. On considère l'adoption comme un plan B quand on n'a pas pu procréer, qu'on est désespéré par cette, on va dire, cette stérilité. Alors que l'adoption, c'est un acte extrêmement fort, un acte, comment dire, qui nous élève à la parentalité, parce qu'on peut être géniteur et ne pas s'occuper de ses enfants, ne pas savoir les soigner, ne pas savoir les élever, les instruire, être proche d'eux, déserter son foyer et ses liens, et puis on peut à l'inverse ne pas en avoir de lien de sang et s'occuper à merveille, voilà, d'être qu'on n'a pas procréé. Donc tout cela veut dire que la parentalité, en fait, c'est une mission sociale et politique, et que des gens exercent très bien, alors même qu'ils n'ont pas de lien de sang, et que d'autres exercent très mal, et dont ils ne veulent pas d'ailleurs, mais la vie ou le conformisme les a conduits à avoir des enfants. Est-ce que justement, ouais, c'est ça, je me disais, en fait, les enfants, c'est souvent... je me souviens avoir eu des discussions là-dessus avec des femmes particulièrement, où je leur demandais pourquoi elles voulaient des enfants, et il y en a quelques-unes qui m'ont répondu que c'était une question complètement idiote, alors qu'en fait pour moi c'est vraiment une question importante. Pourquoi tu veux des enfants? Mais même c'est une question gênante, parce que personne ne sait y répondre, moi je crois. Et d'ailleurs vaut mieux pas trop savoir y répondre, parce que peut-être que, bon, j'exagère, mais la seule réponse peut-être possible, c'est de se dire j'ai envie de partager du bonheur avec d'autres êtres. Je suis convaincue, même si c'est peut-être une idée folle, de pouvoir donner du bonheur et de la vitalité à des gens, à des êtres à venir. Mais les raisons plus précises seraient peut-être douteuses. Et d'ailleurs, ces raisons précises existent et elles ne sont pas dites, elles sont tabous. Vouloir que son enfant nous sauve, soit un médicament, un thérapeute, un trophée, une béquille, ça c'est des raisons très précises qui existent, mais on ne va pas les dévoiler comme ça. Ou alors qu'il fasse ce que nous on n'a pas pu faire. Tu sais, c'est toute l'explosion des fringues de mode pour les enfants, mais c'est aussi tous les parents qui adorent dire que leur enfant est un surdoué. Tu vois, c'est dire, tu vois, c'est vraiment les pousser là où toi-même t'as pas réussi, quelque part les pousser à faire ce que toi t'aurais voulu faire d'une certaine manière. Bah oui, c'est-à-dire c'est l'idée que l'enfant est un petit bricoleur, réparateur de mes fêlures, de mes blessures, de mes désirs inachevés, parce que c'est clair qu'il y a des germes ou des possibilités qu'on a abandonnées en grandissant. C'est tout le principe du cheminement, c'est d'abandonner sur sa route des possibilités. Comme disait un philosophe que j'aime beaucoup, Bergson, la route devient de plus en plus jonchée de détritus, quoi, si je puis dire, de possibilités qu'on a jetées, et on rêve parfois inconsciemment que notre enfant reprenne un de ces possibles. Et ça arrive d'ailleurs très souvent. Il y a quand même des phénomènes de reprise qui sont intéressantes, mais tout cela devrait se jouer de manière, à mon avis, inconsciente, et pas sous la forme d'une injonction, parce que ça, c'est étouffant et
irrespectueux d'imposer à son enfant d'être le support narcissique qui va nous relever, en fait, nous restaurer. Mais d'ailleurs, ça se fait de manière un peu inconsciente. Et tu parles beaucoup du mimétisme dans la famille. Alors, pour le coup, la famille de sang, entre les parents et les enfants, mais parfois aussi les conflits qu'il peut y avoir entre frères et sœurs ou entre sœurs. Ah ouais, et même le mimétisme, en fait, il a lieu déjà dans le couple. C'est-à-dire que par l'habitude de vivre ensemble et de se regarder, de s'observer et aussi de s'aimer, on déteint l'un sur l'autre, hein, c'est avéré. Et donc même dans une famille où les liens ne sont pas de sang, il y a un mimétisme qui va jusqu'à la ressemblance parfois physique, hein. Donc c'est assez incroyable en fait, tout ce que la vie commune va développer. Mais oui, ce que je dis, c'est que... Et en même temps, la ressemblance, c'est chouette, ça rassure. On a l'impression vraiment d'avoir quelque chose de commun, une identité commune. On a l'impression que la ressemblance va assurer une forme de consolation, de lien de confiance, d'authenticité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'identité, ça peut exacerber aussi la rivalité, la concurrence, la crispation d'avoir besoin d'être différent au bout d'un moment. Et en tout cas, quand on se bat, quand on est trop pareil, de l'être à l'avoir, il n'y a qu'un pas. On veut les mêmes choses, on veut être la même chose, et vice-versa, et on finit par s'écharper par ce mimétisme. Et tu dis, à un moment donné, si je ne me trompe pas, qu'il y a un rejet nécessaire à un moment donné de la famille. Que moi, je n'ai pas ressenti, mais toi, tu le décris en disant que c'est important de l'avoir pour pouvoir s'arracher d'une certaine manière. Ou alors j'ai mal lu, c'est possible. Non. C'est vrai que mais moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement, et je pense que ça a fait écho aussi à l'expérience de beaucoup de gens. Quand quelqu'un me dit, moi, j'ai pas eu besoin, ça me questionne énormément. Je me pose des questions, parce que je crois quand même que, en tout cas, même si c'est pas une émancipation par la révolte radicale, on a besoin de faire un pas de côté ou de se distinguer un peu. On a besoin de marquer une certaine différence, une petite différence sur fond d'identité, d'accord, mais et parfois ça passe quand même par des incompréhensions, des malentendus, des crispations. Ça peut inquiéter sa famille ou ses parents, et donc ces moments-là sont pas toujours les moments les plus heureux. Après, peut-être qu'il y a... Et puis, il y a aussi des êtres qui ne veulent pas marquer de différence, peut-être parce qu'ils ont peur de marquer ces différences, et qu'ils sont très heureux de perpétuer une tradition, un héritage, et un nom, une entreprise, peut-être. Mais c'est à questionner, parce que je pense que c'est peut-être alors la peur d'être soi, la peur aussi d'être seul, parce que quand on est dissident, un dissident familial, social ou politique, on est dans une situation un peu de solitude quand même. Et la solitude fait très peur, parce que ça demande d'avoir de la confiance en soi pour se dire, j'ai raison de prendre un autre chemin, j'ai raison de penser que les autres ont tort, surtout ceux qui m'aiment et qui m'ont accueilli, qui m'ont donné toute la confiance en moi nécessaire. Et donc c'est pas évident. Et d'ailleurs, tu parles de dissident, je me permets, parce que tu en parles dans le livre. Toi, tu es une dissidente de ta famille d'une certaine manière, en choisissant la philosophie. Ouais, le mot est peut-être un peu fort, parce que je n'ai pas cherché non plus à critiquer ma famille paternelle, très engagée dans le théâtre, chacun et chacune à leur niveau. C'était pas pour les critiquer, mais moi j'ai eu envie de fuir à toute vitesse et à toutes jambes ce milieu-là. Parce que c'était un milieu qui me semblait extrêmement précaire et aléatoire. C'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un rôle, en tout cas quand on n'est pas établi d'une manière très puissante. Et même quand on est établi de manière puissante... ça peut retomber. Ça peut retomber. Il y a des effets de mode, le public a parfois des goûts changeants, et puis il suffit d'une parole malheureuse ou qui n'est pas comprise, et c'est terminé pour vous. Donc, c'est un métier d'image. Et un métier d'image et d'amour et d'exposition de soi. Donc, il faut oser s'exposer aussi. Ça implique une forme peut-être d'impudeur, de confiance en soi, d'audace, que moi, je me sentais pas avoir au début de ma vie. Ça demande d'être dépendant de son image, et j'avais pas du tout envie, surtout en tant que femme, parce que l'image est peut-être encore plus importante chez les femmes, dans le métier du théâtre et l'industrie du cinéma, avec tous les périls que ça comporte, d'être recherché pour son image et sa féminité. Donc moi je trouvais ce métier effrayant, et puis un métier instable quand on veut éventuellement construire un chemin familial et intime. C'est pas faux. Surtout quand oui, parce que les tournages ou les tournées théâtrales, ça empêche de faire famille, c'est clair.
Et tu sais de quoi tu parles, pour le coup. Bah oui, parce que moi, je ne voyais pas beaucoup mon grand-père. Et même quand je le voyais, il était souvent entouré de personnes qui lui demandaient, qui lui proposaient des interviews, du travail, ou qui simplement voulaient être avec lui. Il l'acceptait bien volontiers, donc il ne savait pas toujours cloisonner sa vie privée et publique. Et mon père, quand il est devenu comédien à son tour, était quelqu'un... Enfin, j'ai compris immédiatement à l'âge de 8 ans que ça voulait dire que je ne le reverrais plus beaucoup. Moi, je me disais, c'est pas le sujet, mais je me disais quand même que pour être comédien, en tout cas pour chercher de la visibilité, et je crois que c'est vrai chez les youtubeurs, comme c'est vrai pour les influenceurs, comme c'est vrai pour n'importe qui, il y a aussi une forme de blessure narcissique à l'origine, ce qui est peut-être pas ton cas. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher comme ça de la reconnaissance à l'extérieur, ça veut dire que tu l'as pas à l'intérieur par définition. Mais Bah, je réfléchissais au cas de mon grand-père. C'est quelqu'un qui était passionné par les grandes voix, les grands acteurs et comédiens, comme Sacha Guitry, comme Michel Simon. Enfin, je crois pas, je ne sais pas si c'était lié à une faille narcissique, peut-être. Mais je crois qu'on en a tous une. C'était sa manière de la régler parce qu'il trouvait... Je crois surtout que c'est quelqu'un qui était très blessé par la vie parce qu'il a perdu un frère très jeune. Quand il avait 16 ans, il a perdu son grand frère de la tuberculose. Il a eu une famille très dure. Il a vécu la guerre. Et je crois surtout qu'il avait une vision de la vie qui n'était plus la même. Et comme beaucoup de gens qui ont vécu la guerre et des drames comme ça, il a été en camp de travail, il a porté des morts, il a vu des choses épouvantables, il a eu faim aussi pendant de nombreuses années. Je crois que on peut sombrer dans une forme de dépression où on a une forme de surcroît de vitalité et d'amour de la vie qui devient absolument irrépressible. Et c'était son cas. Et l'humour, le jeu avec la vie que représente le théâtre, qui est une forme de vie au second degré, où on représente ce qu'est la vie au second degré, on joue avec tout cela. C'était ce qui l'animait le plus, parce que je pense que le reste n'avait plus beaucoup de sens. Je comprends. Tu parles dans le livre de la famille idéale ou la famille rêvée, la famille réelle, et tu fais beaucoup référence, je trouve, à la violence potentielle de la famille. Tu veux nous en parler un petit peu de cette violence potentielle? Je ne parle pas de la tienne spécifiquement, je parle en général, évidemment. Oui, la famille peut être bizarrement un lieu de haute violence, une zone de turbulence et de névrose épouvantable. Et c'est aussi ce qui m'a motivé dans l'écriture de ce livre, c'est que je voyais chez moi parfois de telles violences et beaucoup chez les autres. En questionnant des amis, en écoutant des témoignages, on voit bien, et d'ailleurs les chiffres encore actuels montrent des violences intrafamiliales inouïes. Il s'agisse alors des violences et des brutalités physiques, de l'inceste, mais sans parler de tout ça, même des négligences, du mépris, de l'absence, du déni de responsabilité des parents envers leurs enfants, tout cela existe encore beaucoup. Et je me demandais pourquoi le lieu de la famille, qui est censé être un foyer, même un refuge de consolation, de confiance, peut être à ce point un lieu qui détruit. Parce que quand ce lieu-là détruit, il détruit parfois définitivement et pour toute la vie. Parce que c'est tellement un lieu matriciel, c'est-à-dire qui forge les êtres, qui leur donne toute leur vitalité, leur confiance en soi, que quand ils ont pas reçu ça, il est parfois impossible de se reprogrammer autrement, de développer de la confiance et une forme d'optimisme relationnel qui pousse à créer des liens. Il y a des gens qui ne veulent plus avoir d'enfants ou faire famille parce qu'ils ont vu des désastres autour d'eux épouvantables, qu'ils n'ont pas envie d'être à eux, peut-être à leur tour des parents, des mauvais parents, ou de faire souffrir des enfants, et je le comprends parfaitement. Et la réponse que j'essaie d'apporter, c'est de dire que déjà c'est un lieu de cohabitation, et que c'est dur de cohabiter sous le même toit et de partager une intimité, parce qu'on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes intérêts. Et puis il y a aussi, la famille est un lieu quand même politique et de hiérarchie. C'est-à-dire que la famille qu'on a beaucoup voulu imposer, nucléaire et patriarcale, c'est une famille où chacun a sa place bien définie. Et avoir une place bien définie, c'est étouffant. C'est en plus des places qui sont peu valorisantes pour les enfants et les femmes. Mais qui n'est pas agréable non plus pour un homme, parce que l'homme est astreint à avoir une posture d'autorité, uniquement d'autorité, de pouvoir, et ayant peut-être du mal à parler de lui-même, de parler de ses sentiments et de ses émotions, de partager des activités avec ses enfants, parce qu'il est plutôt astreint à la sphère du professionnel et du public. Et donc, il peut se retrouver dans des décalages aussi très violents avec ses enfants, sa conjointe.
Donc, c'est des machines à fabriquer des rêves ratés, la famille patriarcale en particulier. Donc, je pense que ce qui fragilise une famille, qui la rend violente, c'est ces schémas très patriarcaux, sexistes, mais aussi des schémas trop hiérarchisés. Après, attention, je ne dis pas que l'autorité parentale ne sert à rien, ne doit pas avoir lieu. C'est très important. Moi, je le vois aussi en tant que prof, des parents qui n'ont aucune autorité, qui n'apprennent pas à fixer des limites, à gérer la frustration, à se rapporter au réel et aux autres. Ça crée des enfants hyper malheureux, perturbés. Donc, c'est pas du tout le propos. Mais n'être que dans le rapport de pouvoir, d'autorité, parfois de force, ça rend des familles très tristes, très dévitalisées, très rigides et très fermées sur elles-mêmes, avec des enfants qui se sentent pas du tout écoutés, interrogés, respectés dans leur altérité, des conjoints qui sont aussi enfermés dans des scénarios très petits et qui vont s'appauvrir au fil du temps, et ça crée des violences, ça crée forcément des violences. Est-ce que tu crois à la famille nucléaire, justement? Tu faisais référence. Oui, j'y crois. Je crois pas, c'est pour ça que je te pose la question. Je crois pas en tant que modèle, je crois pas au papa, maman, les enfants. Mais... je ne crois pas que ça doit être un modèle. Mais s'il y a des gens qui sont dans un schéma hétérosexuel et qui ont envie de tenter le couple exclusif, fidèle, et de vivre un temps avec leurs enfants, moi j'ai rien à dire là-dessus, je ne prescris rien. Il n'y a aucune injonction ni interdit à poser là-dessus. C'est des choix personnels. Est-ce que j'y crois ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens quand même qui réussissent pas trop mal. Moi j'en ai déjà croisé, après il faut voir ce qui adviendra dans le temps, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas trop mal. C'est vrai. Je pense qu'à partir du moment où on essaye de laisser son conjoint et ses enfants à une certaine liberté, qu'on est capable d'une écoute bienveillante, qu'on est capable aussi de s'exprimer avec sincérité sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent, c'est pas toujours facile parce qu'on a peur de perdre l'amour, on a peur d'être tout d'un coup un mauvais parent ou un mauvais conjoint. Quand on s'engage parfois dans des discussions et même dans des conflits, et qu'on a de l'optimisme, c'est-à-dire qu'on croit que ça va marcher. Je crois que ça peut marcher. Ce qui est très important, c'est l'optimisme relationnel et l'engagement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'intensité des sentiments qui va faire perdurer un engagement. Et je crois que c'est le contraire, c'est l'envie d'y croire et de s'engager avec les autres, être prêt coûte que coûte à les écouter et à être entendu, qui crée des liens durables. Même si par moments il y aura peut-être, je ne sais pas, des reconfigurations, des crises, mais c'est pas grave ça. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'avoir la peur d'être un mauvais parent. Est-ce que quand on perpétue des violences d'une manière ou d'une autre, physique ou mentale, sur ses enfants, est-ce qu'on est vraiment un parent ? C'est une question que tu poses dans le livre. Bah oui, parce que c'est clair que de toute façon, l'agression physique est quelque chose qui abîme les liens, mais qui est encore plus intolérable et scandaleuse quand on est un parent censé, avec un devoir de responsabilité de protection. Et quand on violente un enfant, on casse plus que toute autre personne l'estime de lui. On lui dit, on lui envoie un message selon lequel il ne mérite pas le respect, il ne mérite pas d'être préservé dans son intégrité physique, il peut être détruit et surtout il peut être détruit par la personne qui apparemment désirait sa venue, qui avait l'air de l'accueillir et de lui donner des repères. Donc quand un parent blesse et frappe, il indique à son enfant que le monde entier est contre lui et ne l'accueille plus et il abîme son estime. Qu'est-ce qu'on peut penser ? J'ai une amie à qui ça arrive où sa fille de, je pense, 20 ans est partie, elle lui parle plus, sans qu'il y ait de violence particulière. Qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce que tu penses de cette distanciation à un moment donné, à cet âge, aux alentours de 20 ans? Il me semble que ce que tu défends, c'est que c'est un moment nécessaire, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue de philosophe sur ce sujet. La rupture, c'est encore autre chose. On n'est plus simplement dans l'émancipation, on est dans une décision de sauvegarde. Je pense que, et pour en avoir interrogé et rencontré les gens qui rompent, et moi-même, d'ailleurs, j'ai rompu avec une partie de ma famille, c'est des personnes qui ont épuisé tous les autres plans. Enfin, en tout cas, c'est souvent le cas. Ont épuisé tous les autres plans, c'est-à-dire la conversation, la discussion,
le conflit, la prise de distance. Et tous ces plans n'ont pas marché. Et ce sont des gens qui se retrouvent confrontés régulièrement à des êtres qui ne les écoutent pas, ne les respectent pas, ne manifestent pas de bienveillance, voire parfois agressent, par des jugements, par de l'hypocrisie, par de l'agressivité passive, comme on dit, voire par de l'agressivité très claire, et qui se sentent abîmés, voire détruits, qui ne le supportent pas, qui en font des crises d'angoisse, qui somatisent dans leur corps, c'est-à-dire qui développent des maladies, qui expriment ça par des larmes récurrentes, qui sont dévitalisés, qui n'ont plus aucune énergie quand ils rentrent chez eux après des réunions ou des face-à-face, et qui se disent « je ne pourrai pas construire mon chemin et avancer si je reste au contact de ces personnes », et qui ont besoin de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Hein. Tu dis à un moment donné, alors je ne sais plus si la phrase est de toi, et je vais la lire, parce que ça m'a surpris, une famille ne triomphe qu'en échouant. Et je voulais comprendre c'est un cette peu phrase. La thèse du livre d'ailleurs. Ouais, je dis ça dès le début, et même à la fin. Finalement, une famille qui se crispe sur elle-même, dans sa forme, ses hiérarchies, ses jeux de rôle, son scénario, qui se ferme aux autres personnes. Moi, j'ai eu une famille comme ça du côté de ma mère, qui était très fermée au monde extérieur, qui n'aimait pas inviter forcément beaucoup d'amis, qui n'était pas dans l'exogamie, si je puis dire, en exagérant. Donc que ce soit se fermer aux rencontres extérieures, aux autres cultures, aux autres modèles, qui refusent aussi un certain progressisme et qui est rigide, repliée sur ses scénarios, ses jeux de rôle et aussi ses rapports de pouvoir, est une famille qui est vouée à mourir. Ça me paraît évident. Et qui est persuadée au contraire qu'il s'agit d'une unité, d'une union parfaite et qui pense que la rigidité pour s'unir, en plaquant des schémas et en faisant régner l'omerta, va faire perdurer la famille. Et il y en a plein d'ailleurs des modèles et des familles comme ça, et c'est la plus sûre façon de la faire imploser tôt ou tard. Alors qu'une famille qui accepte une part d'échec, de relâchement des liens, de distanciation, qui consent à accepter une dose de frustration, d'irritation et de conflit, va davantage assouplir ses liens et les rendre plastiques et évolutifs, et ces liens vont perdurer davantage. On veut bien rester avec des gens qui, tout ça, en fait, c'est aussi simple que de dire on veut bien rester avec des gens qui ont l'air de nous aimer, de nous faire confiance, de s'engager avec nous quoi qu'il advienne, malgré nos divergences, nos petites déceptions, quelquefois parfois des trahisons, et qui sont là pour consoler, soutenir, écouter, et qui veulent aussi nous faire évoluer, qui sont capables d'être sincères, d'être critiques. Mais quand on sent tout ça, on a envie de rester. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc qui est que on a tendance à être plus dur avec les gens qui nous aiment parce qu'on est en sécurité, donc on a tendance à pousser un peu plus, à se déverser d'une certaine manière? Je crois que il y a, et je l'ai dit dans un précédent bouquin que j'avais écrit sur la colère, je pense que les conflits, les disputes ou les désaccords sont davantage possibles, peuvent davantage se dérouler dans un cadre amoureux, familial, amical, un cadre en tout cas où on aime l'autre, où on a envie de faire perdurer le lien, parce que on n'a pas envie de s'engueuler avec des gens qu'on va pas forcément revoir, pour lesquels on n'a pas une profonde estime ou respect, et avec qui on n'a pas envie de vivre. On a tendance à esquiver, fuir, composer. En fait, on s'engueule avec des gens qu'on aime profondément et dont on supporte pas de voir l'incompréhension, le malentendu, la déception, et on veut s'expliquer. Donc, le conflit, et c'est pas forcément une dispute explosive ou terrible, mais le conflit, le désaccord, il a lieu parce qu'on s'aime et parce qu'on veut faire durer les liens. Et il n'y a pas un meilleur cadre pour cela que l'amour et l'amour familial, qui est censé être un cadre enveloppant, un accueil, un refuge où on s'est accueilli avant même de se connaître. Parce qu'évidemment, il y a un décalage parfois problématique dans la famille, c'est qu'on s'accueille, on va s'élire sans se connaître. On aime ces enfants qu'on a voulu procréer ou adopter sans les connaître. Les enfants aiment d'ores et déjà pour leur survie et leur bien-être leurs parents sans les connaître. Mais en grandissant,
en développant sa conscience et sa réflexion, sa sensibilité, on va apprendre à se connaître et à voir nos divergences ou nos déceptions. Mais l'amour est là pour tenir tout cela quand même. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui se sentent en divergence avec leur famille? Et du coup, c'est pas mon cas, mais j'imagine que ça crée de la distance. Et du coup, tu peux sentir une forme de culpabilité avec cette distance, de devoir, alors, puisque toi tu disais que ça t'est arrivé aussi, mais de devoir couper des liens, c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire, enfin j'imagine. Oui, de toute façon, même la prise de distance, elle est culpabilisante, hein. C'est comme le petit enfant qui, à 4 ans, pleure parce qu'en fait, il est dans une sorte de crise, alors de frustration parce qu'on lui a posé des limites, parfois dans une rébellion à cet âge-là, et qui a donc besoin de se rebeller ou de repousser un peu ses parents pour se distinguer, s'élever, essayer de s'affirmer, et qui pleure 2 fois, qui pleure pour s'affirmer et rejeter, mais qui pleure aussi de rejeter ceux qu'il aime. Et puis, enfin, je sais pas, moi j'ai des réminiscences de ça. Pleurer de pas être compris, pleurer de pas être compris, mais pleurer aussi de rejeter ses parents dans ce même mouvement, vous voyez. En fait, on l'a du plus jeune âge à l'âge adulte. On a du mal à accepter cette séparation, cette diffusion. Ça nous culpabilise terriblement d'être déloyaux, ou de dire non, de refuser de résister à des demandes de nos parents. Et alors c'est encore pire quand effectivement on rompt, mais moi je crois que ce qui enlève la culpabilité est quelque chose, à mon avis, un sentiment assez faux. C'est simplement le sentiment qu'on ressent quand on intériorise l'agression et la négligence et le discours de l'adversaire, si je puis dire. Des gens qui culpabilisent ou qui vous disent je me suis sacrifié pour toi, voilà, regarde tout ce que j'ai fait, regarde ta dette envers moi. Surtout quand c'est des ascendants ou des parents qui sont en réalité beaucoup plus débiteurs de leur enfant. Moi, je considère que les enfants sont débiteurs. Les parents sont débiteurs. C'est eux qui ont voulu, qui se sont parfois acharnés pour avoir des enfants, qui ont des responsabilités. Donc, c'est eux qui ont des dettes. Donc, le fait d'inverser tout cela est très fallacieux et vise uniquement à avoir de l'emprise sur son enfant, à lui demander de rester sous son autorité et ses injonctions. Donc, comment on se libère de la culpabilité ? En comprenant qu'on n'est pas des débiteurs, en comprenant qu'on n'a pas de dette, en comprenant que on a parfois des devoirs humains, soutenir, ne pas complètement délaisser, c'est même sanctionné par le droit quand même, mais on n'a pas plus de dettes que cela. Et surtout si on n'est pas respecté ou aimé. Donc ne pas intérioriser des discours culpabilisants, des discours comptables, dette-créance, des discours sacrificiels qui visent en fait absolument pas à entretenir de l'amour et à se comprendre, à s'expliquer, mais juste à imposer des liens forcés dans le schéma voulu par les autres. Et d'ailleurs, puisque tu parles de sacrifice et de rôle, comment tu peux nous expliquer comment a évolué le rôle de la famille? Parce qu'en fait, en réalité, avant, on faisait des enfants pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent prendre soin de nous. Il y avait des questions de nom, etc. Comment ça a évolué tout ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est dans des familles qui sont très différentes de ce que c'était il y a peut-être 200 ans. C'est vrai que les enfants avant, c'était plus... jusqu'à la période romantique, c'est-à-dire 19e siècle, surtout jusqu'au 20e, on peut dire, les familles, c'est des familles lignées, des familles qui se perpétuent dans l'idée de transmettre un patrimoine, un nom, ou alors simplement d'avoir des enfants comme des main-d'œuvre pour subvenir à leurs nécessités économiques. Et donc les enfants, c'est vraiment des avoirs, c'est des êtres objets presque, faire valoir du nom, du patrimoine. C'est des ressources. Ou des ressources. Et la grande césure, c'est quand on bascule vers cette famille qui se recentre autour du sentiment affectif, autour du concept d'intime, ce qui est assez nouveau, qui redonne une place aussi à l'enfant, et qui redonne des places, encore une fois aussi, au sentiment paternel qui se développe, parce que s'il n'y avait pas eu l'acceptation d'un sentiment paternel, je ne sais pas si on en serait là où on en est, et à cette famille nucléaire. Et donc, les enfants sont moins des avoirs que des êtres. Alors, ça ne veut pas dire quand même qu'il n'y a pas des stratégies de perpétuation pour la reproduction sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles, parfois dans le besoin, qui demandent à leurs enfants de les aider financièrement. Mais disons qu'on se décentre quand même, on se décentre de ce strict but. Les enfants ne sont pas juste là pour rapporter de l'argent ou pour perpétuer un patrimoine. Ils sont aussi là pour partager du bonheur et une intimité. Il y a toute une partie dans le livre sur l'héritage.
Et il y a beaucoup de notions auxquelles j'avais jamais vraiment réfléchi, c'est-à-dire, bon, évidemment, il y a le nom, mais en fait, il y a énormément de strates d'héritage. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu les différentes strates dans l'héritage. Ah oui, parce qu'il y a le patrimoine financier, qui d'ailleurs est un moment, au moment d'une succession, qui est un moment qui cristallise des crises, des non-dits parfois épouvantables dans les familles. Ça, c'est un sujet dont tous les notaires pourraient parler et dont ils parlent. Les successions, c'est des moments de crise terribles, des moments critiques où on découvre des préférences parfois parentales, où des enfants entrent en rivalité de manière très cruelle et violente, pas simplement parce qu'ils sont intéressés par l'argent, il faut quand même le dire, mais parce qu'ils ne supportent pas de voir des injustices, des répartitions inégales, parce qu'ils ne comprennent pas des choix parentaux, et puis que des douleurs remontent aussi au moment de la mort et de ce partage. Et puis, il y a le patrimoine que j'appelle cryptographique, caché, psychologique, inconscient, c'est-à-dire que nos parents, même nos ancêtres, parfois jusqu'à 3 degrés au-dessus de nous transmettent des désirs, on en a parlé tout à l'heure, des vocations ou des désirs qui ont été refoulés ou ratés, manqués, sacrifiés, des valeurs sont transmises et fort heureusement, des principes, et puis parfois des émotions ou des chocs, des traumas absolument non digérés, parce que ce sont des moments ou des situations honteuses, violentes, et parce que 3 générations plus haut, et même 2, et même 1, on n'avait pas encore l'habitude de parler. La thérapie n'est pas un mode de fonctionnement ou une ressource existentielle banale ou démocratisée. Donc les gens ne parlent pas, ne savent pas quoi faire de ce qui leur arrive, et refoulent cette violence et cherchent à la dissimuler. C'est ce qu'on appelle le secret de famille. Et ça peut engendrer des silences, des non-dits, des formules ou des discussions étranges pour les enfants. Ça peut engendrer une indisponibilité des parents que les enfants ressentent. Pourquoi ma mère n'est pas disponible, paraît extrêmement triste, voire pleure tout le temps, ou ne me parle jamais de son père ou de son grand-père, bref. Et tout cela, l'enfant le sent, et ça peut le conduire même à développer des angoisses, aussi parfois des maladies psychiques et physiques, et dont témoignent tous les psychologues et thérapeutes dans leur cabinet. C'est vrai qu'on y va souvent chez le psy pour la famille. Bah oui. Ça fait rêver, bien sûr. Y a-t-il une dimension, quand je réfléchis à la famille, donc tu parles beaucoup de la famille de cœur et la famille de sang, et je repense à toutes ces séries télé, films où il y a des enfants adoptés qui, à un moment donné, vont vouloir savoir d'où ils viennent, tu vois, qui mettent l'emphase sur leurs liens de sang. En fait, c'est important pour eux. Et je voudrais savoir ce que tu penses de ça, de l'importance des liens de sang quand t'es une personne adoptée, par exemple. Il y a de tout, évidemment, parce qu'on est dans le domaine de l'expérience sensible, et donc il y a des gens, j'en ai rencontré, qui n'ont pas du tout envie de connaître leurs géniteurs, qui parfois même les connaissent, mais n'ont pas du tout envie de faire des rapprochements, de voir les appariements, les ressemblances, et d'avoir des liens avec eux. Il y en a d'autres qui, effectivement, de manière obsessionnelle, ont besoin de savoir leur origine. Et je cite d'ailleurs un livre témoignage très intéressant de Dany Shapiro, qui s'appelle Héritage, et qui raconte qu'elle découvre complètement par hasard, à l'occasion d'un test ADN qu'elle fait un peu pour s'amuser, qu'elle n'est pas la fille de son père, qui va, et c'est tout l'objet du livre, je ne vais pas le raconter, mais qui réussit à remonter vers son géniteur, qui va découvrir des ressemblances incroyables physiques, dans la manière de parler. Et donc on ne peut que concéder que les liens de sang transmettent quand même quelque chose. Parfois des manières de parler, un regard, des traits physiques, et que c'est troublant, intéressant, fascinant de les découvrir. Mais que ça ne fait pas tout, parce que le reste de son histoire est façonné par un autre homme, une autre culture, et elle ne peut absolument pas s'en départir, et c'est tout de même plus son père que le géniteur. Mais là, on ne parle pas de parentalité, on parle de ce qui a circulé en nous. En fait, on parle d'identité plutôt. Qu'est-ce qui fait mon identité ? Je suis au carrefour de beaucoup d'influences. Ça peut être donc des influences génétiques et culturelles, familiales, adoptives,
Et c'est ça, c'est la question de l'identité. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, je me dis comme ça en t'écoutant, d'ancrage, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans une période de polycrise, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire où on perd complètement nos repères, on est en train de changer d'époque, tout est chamboulé en réalité, et dans cette société qui est extrêmement complexe, un peu plutôt dystopique quand même, on retourne vers des sciences humaines, on retourne justement vers la philosophie, mais entre autres, mais aussi sans doute vers un besoin d'ancrage, et la famille, qu'elle soit de sang ou de cœur d'ailleurs, c'est un ancrage important, non? Enfin, il me semble qu'il y a ça aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qui a motivé ton Sans doute que ça peut être un ancrage, mais c'est un ancrage qui n'est pas très efficient ou efficace si c'est pas un ancrage qui donne des balises ou des repères. Et c'est peut-être le problème d'ailleurs, et là encore c'est l'enseignante qui parle, c'est troublant de voir que certains parents ont peut-être, mais d'une manière très bienveillante et ont envie de bien faire, mais sont simplement dans la générosité matérielle, c'est-à-dire offrir des cadeaux, des présents, de l'affection à leurs enfants, mais ne veulent pas ou ne pensent pas forcément à donner autre chose. Des choses tout aussi précieuses, comme des valeurs, des principes, quitte à ce qu'ils soient remis en question, rejetés, supplantés par d'autres choses que les enfants iront chercher, et c'est merveilleux ce chemin-là à mener tout seul. Mais en fait, on ne peut pas se construire si on n'a pas reçu un cadre, des valeurs, des principes, une vision du monde. C'est-à-dire si on n'offre pas à ses enfants des outils pour décrypter sa société, son monde actuel, quitte à lui dire, regarde les autres propositions aussi qui existent, hein, mais moi je te donne celle-ci, je te propose celle-là. Si on ne leur apprend pas le respect de l'altérité des autres, si on ne leur apprend pas ce que veut dire la réalité, le fait de se heurter à cette réalité parfois, et que ça fait partie de l'existence, en fait, être un guide spirituel, osons le mot. Spirituel, non pas forcément, ça ne veut pas dire religieux, c'est quelqu'un qui transmet des outils qui font fonctionner l'esprit, qui aident l'esprit à naviguer, à voyager dans sa vie. Et les parents devraient essayer d'adopter, de réadopter cela en étant peut-être moins autoritaires, moins prescripteurs que dans les années passées, mais simplement quand même en proposant quelque chose, être force de proposition pour ses enfants, ça les aide terriblement. C'est marrant parce que j'ai fait un TED Talk en l'occurrence où je dis, parce que en fait je parle surtout de la course au bien-être qui est pour moi assez toxique, mais surtout la course que les parents font en disant non mais tu comprends, c'est important pour pouvoir transmettre aux enfants, il faut que je gagne de l'argent pour que après ils aient quelque chose, etc., etc. Et je leur dis mais oui, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui tu vas vivre sans doute jusqu'à 80 et que tes enfants en réalité quand tu vas mourir ils auront fait leur vie, quoi, c'est-à-dire qu'ils auront 50 ans, 60 ans, je sais pas, et que ce qu'ils ont besoin là tout de suite c'est plutôt d'amour, de temps, parce que c'est ça qui va les aider à se construire là tout de suite, parce que quand ils auront 50, 60 ans, ton argent, oui sans doute, peut-être, s'ils n'ont pas réussi leur vie, mais s'ils n'ont pas réussi leur vie, c'est aussi peut-être parce que tu leur as pas donné le temps, le cadre, les évident. Valeurs, etc. Tu vois ce que c'est évident. Je comprends hein, les gens qui se disent il faut quand même, parce que l'époque est devenue tellement... on assiste à un appauvrissement des gens quand même. Oui. Un appauvrissement des plus pauvres, mais aussi des classes moyennes, un écart entre très riches et les autres. C'est documenté. C'est documenté. Et le rôle de l'héritage devient encore plus crucial. C'est aussi documenté. Dans cette époque-là, transmettre quelque chose à ses enfants de manière financière, c'est pas rien. Ça peut les aider. Mais c'est vrai que ça dépend à quel âge on le fait. Quand on arrive à 50, 60 ans, c'est très chouette, ça peut aider, mais ça ne fait pas respirer autant que lorsqu'on en a 20. C'est évident. Mais c'est clair aussi qu'il y a un don encore plus précieux que l'argent, c'est le temps. Parce que le temps est même encore plus fort et encore plus un luxe que l'argent. Parce qu'ayant une vie limitée et un temps imparti, le donner, c'est vraiment délivrer un présent, offrir quelque chose à quelqu'un. Et je le vois aussi, on peut être d'ailleurs d'un milieu défavorisé ou très favorisé. Les enfants ou les adolescents qui n'ont pas la présence de leurs parents, parce qu'ils sont extrêmement indisponibles, sont des enfants en perte de repères, frustrés, qui se sentent mal aimés. C'est très perceptible. Et pour revenir à ce que tu disais au début, alors je ne connais pas précisément le chiffre, donc je vais être un petit peu à tâtons, mais en gros, je crois que 80%, entre 80 et 90% du temps que tu passes avec tes enfants te passe avant 20 ans.
Parce qu'en fait, après, finalement, même si c'est une beaucoup plus longue période, bah, tu les vois aller pendant les vacances, pour les fêtes de Noël, si tout se passe bien, etc., etc. Mais tu les vois pas tant que ça. En fait, la majorité du temps que tu vas passer avec tes enfants, c'est sur les 20 premières années. Après, le reste, c'est quasiment une portion tellement petite qu'elle est quasi inexistante. Et oui, et pour parler d'études qui sont faites, c'est intéressant aussi de savoir, parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, des applis, et de l'influence très délétère des smartphones. C'est-à-dire que c'est avéré, il y a une étude qui vient de sortir, il y a une hausse des dépressions et des troubles de l'attention élevés chez les enfants et les adolescents qui sont trop rivés à leur portable et aux réseaux sociaux. Mais l'étude précise que c'est surtout le cas pour des enfants dont les parents sont indisponibles, ne leur parlent pas, et ne peuvent pas leur prodiguer quelque chose, un apport culturel, c'est-à-dire les emmener parfois au cinéma, parler d'un livre, parler d'un film, aller au théâtre, mais surtout parler. Et moi, je le remarque aussi comme enseignante, et dans mes cours de philo, je vois une sorte d'avidité de certains et de certaines pour parler, pour discuter, et parfois ils me le disent ouvertement parce qu'ils ne peuvent pas parler de ça avec leurs parents chez eux. Et je suis assez sidérée de voir ça. Parce que je me demande de quoi ils parlent avec leurs parents, si c'est pas de sujet existentiel, si c'est pas de l'amour, de l'amitié, de la justice, du temps. De quoi parlent-ils et en plus, ils en ont besoin, ils en ont envie. Bah oui, parce qu'ils sont en pleine construction, en réalité. Et surtout, encore une fois, dans cette société qui est très complexe pour le moment. Ils ont énormément besoin d'avoir du cadre. Mais après, je pense que ça doit dépendre aussi du cadre social. C'est-à-dire qu'évidemment, si t'es une femme seule à élever tes enfants, à faire 2 boulots à la fois, etc., bah, c'est forcément beaucoup plus compliqué d'avoir ce temps, d'avoir ces discussions. Je pense que c'est pas que lié à ça, parce que évidemment, et on l'a dit tout à l'heure, l'indisponibilité. Qu'on soit une personne, un couple précaire ou une femme par exemple toute seule précaire qui travaille toute la journée, qui rentre fatiguée, c'est sûr. Mais aussi j'en ai vu des enfants d'avocats où les parents travaillent comme ou des de fous, chefs d'entreprise qui sont tout le temps partis, ils ont personne non plus. Et moi, pour avoir vécu avec une mère seule à partir de mes 8 ans et qui travaillait, qui était particulièrement indisponible, on avait quand même, je pense aussi que c'est pas que ça, c'est aussi peut-être l'approche psychologique. C'est lié à la pudeur, à l'éducation. Et là, je peux parler personnellement. Ma mère avait été élevée dans une famille extrêmement taiseuse, où on n'a pas vraiment le droit de parler de soi, des émotions, des sentiments, avec énormément de tabous. Et ayant souffert de tout cela, elle avait envie, elle avait besoin même elle-même de parler beaucoup à ses enfants. Et donc, malgré son indisponibilité psychologique, et par son travail, et seule avec 3 enfants, elle nous a beaucoup parlé. Donc je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la culture, l'éducation reçue, la pudeur, les tabous qu'on a, la peur qu'on a de trop dire à son enfant. Et en fait, on dit jamais trop. Bien sûr, il faut le laisser à sa place d'enfant, ne pas faire comme si c'était un copain, un adulte, faire attention, mais on peut dire beaucoup de choses. Tu disais tout à l'heure que la natalité, elle est en chute libre depuis un certain nombre d'années. Comment tu expliques ça ? C'est-à-dire, pourquoi les personnes ont moins envie de fonder des familles ? Ou en tout cas, ils ont moins d'enfants techniquement. Ils les ont plus tard. Je crois qu'à Paris, l'âge moyen maintenant pour un enfant, c'est 37 ans de mémoire. Je ne suis pas très certain. Mais si, je crois avoir entendu Paris, ce chiffre aussi. C'est pas le cas en France. En France, c'est plus jeune, évidemment. Mais c'est tard et le taux de natalité, il baisse en réalité. En France. En France, bien sûr. La durée des études, notamment des femmes. Le fait aussi, on parlait d'appauvrissement, c'est que aujourd'hui, avoir un emploi bien payé, ça n'arrive pas forcément tout de suite, ça n'arrive pas à 25 ans. Et quand on essaye aussi de se loger à Paris, même à 2, c'est pas toujours évident. Et même avec 2 salaires corrects, voire bons, on n'a pas toujours les moyens d'avoir plusieurs enfants. Ça dépend. Tout dépend évidemment si on veut vivre à Paris, dans quel cadre, avec quel rythme et niveau de vie. Mais en tout cas, c'est clair qu'à Paris, on comprend aisément le niveau d'études, les salaires qui sont pas forcément hauts très vite. Et même s'ils peuvent être bons, on peut pas avoir forcément plus de 1 ou 2 enfants. Donc il y a tout cela. Puis il y a des raisons aussi parfois écologiques.
pas envie de surpeupler. Il y a des raisons personnelles de la part des femmes et liées au féminisme, c'est-à-dire des femmes qui ont envie de s'épanouir par le réseau amical, juste une vie conjugale ou de couple, leur travail, mais qui n'ont pas envie de s'occuper d'enfants parce que, comme on l'a dit, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. D'ailleurs, ça veut dire quoi fonder une famille, techniquement ? Enfin, pour toi, ça veut dire quoi fonder une famille ? Ça veut dire adopter, procréer, c'est ça. Adopter ou procréer des êtres. Mais ça veut pas dire, par exemple, parce que pour reprendre ce que tu disais au début, ça peut être aussi de fonder une famille amicale. Tu vois, ça peut être aussi de fonder une famille de cœur, d'une certaine manière. Moi, je pense pas. J'exporte pas le terme de famille vraiment aux amis. Parce qu'il y a quand même des liens de responsabilité qui sont pas les mêmes. Entre adopter un être mineur sous tutelle, complètement dépendant, biologiquement, économiquement, affectivement, rien à voir avec être avec des amis. Même si évidemment il y a des responsabilités éthiques, on va dire, mais il y a pas du tout les mêmes, c'est pas la même charge, c'est pas la même mission non plus. Et la façon de défaire ces liens n'est pas la même parce qu'on n'a pas partagé les mêmes intimités. Donc c'est beaucoup plus, on l'a dit, crucial et parfois dramatique de couper des liens avec des parents, des enfants, des proches qu'avec des amis. Parce qu'on n'a pas eu la même cohabitation, la même intimité, les mêmes espoirs. Et puis on sait dès le départ que des amis, c'est pas toujours pour la vie. En tout cas, on part avec cette idée, qui est peut-être fausse d'ailleurs. Hein. Mais cela dit, ça peut créer beaucoup plus de respect qu'il y en a dans la famille. Hein. Mais voilà, moi je vois quand même des différences. Mais ce qui m'empêche pas d'avoir une haute estime pour l'amitié. Hein. C'est pas parce que j'exporte pas le terme que... Non, mais j'entends bien. Mais vraiment, je crois qu'il y a des différences. Ok. Qu'est-ce qui... en écrivant le livre, t'as le plus surpris finalement, que ce soit dans les discussions que t'as pu avoir ou simplement dans la rédaction de l'ouvrage? Ce qui m'étonne toujours, c'est les répétitions familiales. Les répétitions qu'on n'avait pas vu venir, qu'on ne voulait pas voir venir. C'est fascinant parce que quand j'écoutais des podcasts ou moi-même dans ma propre vie... c'est marrant d'éviter quelque chose et d'y aller, ou alors de le refaire mais un peu différemment. Ça me fascine toujours. Voilà, récemment je me suis, au moment d'écrire ce livre, je change de lieu d'habitation et je me rends compte que mes arrière-grands-parents habitaient là et je le savais pas. C'est marrant. On est parfois, c'est presque de l'ordre de la magie, ou c'est l'inconscient qui est magique, mais on a on se dirige, on a des attirances ou des démarches qui répètent, qui reproduisent ce que des gens au-dessus de nous ont fait. Et c'est drôle. Ou aussi, ce qui me fascine, c'est la façon dont les gens s'accouplent et choisissent leur partenaire, avec des problématiques en miroir, des choses très similaires. Tout cela parce que, et ça les psys le disent aussi, parce que on se comprend mieux et on a besoin d'un autre qui a vécu des choses proches pour nous aider à résoudre nos problématiques. Ça désacralise un peu le couple, ce que tu dis, mais c'est vrai. Pourquoi ? Mais c'est vrai. Parce que quand tu dis, finalement, l'autre est un miroir pour m'aider à résoudre mes problèmes psy, ou mes névroses d'une certaine manière, tu fais, merde. Non, moi je trouve ça... alors, c'est vrai que ça fait relation thérapeutique et on aspire à plus grand, plus gracieux ou romantique peut-être, mais en même temps, moi je trouve les relations thérapeutiques formidables. Enfin, pour moi, elles sont dignes d'estime, elles sont incroyables, parce que je pense que, évidemment, mais au-delà de ça, vous avez raison, les relations, c'est aussi fait pour être des relations de réjouissance, de célébration de la vie, des relations qui peuvent être belles, créatives, artistiques. Mais avant d'arriver au stade de la réjouissance, de la beauté et de la vitalité, parfois on a besoin de relations thérapeutiques. Et parfois on passe très très longtemps à avoir besoin de relations thérapeutiques avec ses amis. Mais c'est génial de pouvoir parler franchement avec des gens qu'on apprécie et de voir en retour qu'ils traversent les mêmes choses, qu'ils ont les mêmes réflexions. C'est aussi des relations philosophiques quelque part. Et quelqu'un comme Épicure, fondateur du jardin au IVe siècle avant Jésus-Christ, disait les relations amicales, ça doit être des relations philosophiques, des relations de sagesse où on se parle sincèrement avec franchise. Et c'est vrai, parce que sinon, à quoi bon ? On est là pour se donner, on est là pour s'aider à évoluer,
pour se faire grandir, pour s'apprendre des choses, pour construire et fabriquer des êtres les plus beaux, les plus intéressants possibles, et les meilleurs citoyens possibles aussi. Et une question que je me pose là comme ça, comment t'es passé, ou comment tu choisis les thèmes de tes livres et comment t'es passé de la colère à la famille? Ça, c'était 2 thèmes qui étaient au fond de moi depuis l'enfance. Parce que, évidemment, la frustration entre la famille rêvée, la famille parfois vécue, créait des colères, des agacements, des irritations, des blessures aussi, évidemment. Donc, ces 2 thèmes qui étaient en fait complètement accolés, en fait, qui ont grandi et germé ensemble. Et quelque part, le lieu d'expression de la colère, c'était dans la famille, d'abord pour moi. De manière plus facile qu'à l'extérieur. Mais oui, parce que la famille, c'est un lieu qui promet beaucoup de choses, qui est très mystifié. Et le fait de ne pas avoir les idéaux promis peut générer beaucoup de souffrance et de frustration. Je comprends. Merci beaucoup. Merci à vous. Le podcast s'appelle Blanc. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. J'ouvre la porte depuis un certain temps dans ma vie à la vitalité, à tout ce qui peut me donner de l'optimisme. Parce que je n'ai pas été optimiste pendant longtemps. Donc, j'ouvre la porte à l'optimisme, la vitalité, le rire, et vlan à la tristesse, le pessimisme et tout ce qui me ferait perdre mon temps. Parce que le temps est quelque chose qui est le plus précieux, le bien le plus précieux. Totalement. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.